Bonjour tout le monde, on va commencer notre direct et je vous prie de mettre beaucoup de cœur. Apparemment c'est ce qu'il faut faire pour protéger son direct. Moi, comme j'ai toujours dit, je suis un petit villageois, moi je ne connais pas ces choses-là. Mais a priori il faut mettre des cœurs pour que nous ayons une heure de direct convivial où je vais vous apprendre un certain nombre de choses. Et à la fin, je vais laisser quand même une petite partie pour répondre à quelques questions, à quelques préoccupations des amis que vous êtes. Donc au moins pendant 45 minutes, je vais avoir un petit monologue. Parce que là, on parle du Cameroun, on parle de ce pays, de ce cher et beau pays qui est le nôtre, et qui aujourd'hui s'est transformé en une jungle indestructible, un Far West comme je l'appelle. Et le Cameroun me rappelle un pays qui est un beau pays, peut-être le premier pays indépendant même dans le monde, ou qui n'a même pas connu en fait l'emprise des grandes puissances, mais qui aujourd'hui est un Far West. Il y a plein de gangs qui se divisent la gestion de ce pays. Ça flingue de partout. Il ne faut jamais y aller sans protection. Parce que même un de leurs précédents chefs d'État a été abattu, enlevé, tué dans sa résidence de manière absolument inimaginable, inattendue. Ce pays, c'est Haïti. Moi, je connais quelques Haïtiens en France qui sont mes patients, parce que j'ai toujours la curiosité quand je vois des gens avec un accent ou avec un certain nom, je demande tu es de quel pays. Et récemment, j'ai vu deux ou trois Haïtiens, et je dis, ah, tiens, mais Haïti, comment ça se passe là-bas? Et on vous raconte ce qui se passe en Haïti. Je vous assure que ça me rappelle le Cameroun. Un pays dangereux, un pays qui n'est plus gouverné. Un pays où les gangs se font, se constituent et règlent leurs comptes en toute impunité. Parce que ce qui m'arrive n'a rien à voir avec le pouvoir des tout-dits. Dans le sens où le président de la République Obia, je suis un insignifiant, il ne peut pas vouloir attenter à ma vie. Je ne pense pas. Les clans qui se disputent le pouvoir, on nous parle du grand soir, ils n'ont rien à voir avec mes déclarations sur un plateau télé où je parle de mon boulot, je parle de ce que je vis en tant qu'enseignant, ils n'ont rien à voir. C'est à l'université que ça se passe. Et ça se passe comme ça parce que nous sommes dans un pays où chaque individu qui a une petite parcelle de pouvoir use et en abuse. Et comme les gens sont interdépendants, je te donne ceci, toi tu me donnes cela, je te dois ceci, toi tu me dois cela. Donc, à un niveau inférieur, hors de Yaoundé, vous avez des gens qui peuvent se constituer en petits pouvoirs et régler des comptes à des insignifiants. Donc le Cameroun, c'est Haïti. Et je vais vous donner déjà, comme peut-être préambule, un fait que j'ai reporté dans une de mes publications, qui concerne toujours l'université de Douala, et qui concerne ma galère dans cette université. Une université où j'ai été recruté en 2008. Et rapidement, j'ai compris que je dérangeais. Parce qu'il ne faut surtout pas que les choses se passent bien. C'est quand même extraordinaire. Vous avez vu ma publication. Je vous la montre ici, là. J'espère que vous la voyez. Ben, vous pouvez aller la revisiter. Ça, c'est une publication. Où je dis, l'université de Douala, la fabrique des hors-la-loi. Et là, je vous ai montré cette note du recteur de l'université de Douala en 2017.
qui rappelle au doyen de l'époque, le professeur Mouele Sonnet, Albert, qui lui rappelle ses obligations de doyen. Où on lui dit que il ne peut pas interdire à un enseignant d'accéder au campus, parce que ce n'est pas de son ressort. C'est le recteur qui est le chef de la police universitaire. Le recteur est le chef de la police universitaire. Un doyen ne le sait pas, un intellectuel qui est nommé, qui prend ses marques et qui n'est fait pas son premier jour de magistère, qui était là depuis déjà un certain temps. Il ne sait pas qu'il ne peut pas interdire à un enseignant qui a fait quoi? Qui a simplement décrié l'État. Parce que c'était le plus mauvais doyen que nous ayons eu dans cette université, dans cette faculté. Il me suspend provisoirement des cours. Ce n'est pas de son ressort. On le lui rappelle ici que c'est le ministre de la Santé publique, de l'enseignement supérieur qui peut suspendre provisoirement à la suite d'un conseil de discipline. Et après, comme c'était pas suffisant pour lui, le lendemain, il est venu, il a dit non, suspension définitive. Les autres collègues vont faire les enseignements pour lui. Suspension définitive, c'est-à-dire que c'est radiation. C'est le président de la République. Parce que l'université de Douala, l'université a un statut particulier. Vous ne faites pas ce que vous voulez dans une institution universitaire. Mais ce doyen s'est permis ça parce que j'ai dit que les salles de classe sont sales, le campus est sale, les toilettes sont sales, sont fermées. Si vous entrez là-bas, c'est le choléra que vous attrapez ou alors je ne sais pas trop quelle autre maladie infectieuse. Tout est fermé. Les belles dames, les belles enseignantes que nous avons là, qui roulent dans les grosses voitures, étaient obligées d'aller en brousse pour se mettre à l'aise. Nous encore les hommes, ça va. Mais les 30 dames. Et personne ne parle, tout le monde se tait. Je parle de ça, je parle des tricheries. Ce doyen qui se constitue président d'un conseil de discipline pour juger des personnes avec qui il a un conflit d'intérêts. Et personne n'en parle, tout le monde regarde ça parce que là-bas c'est la talakou. Et moi je dis que non. Monsieur le doyen, vous ne pouvez pas être président d'un conseil de discipline où vous avez vos personnes. Vous n'allez pas les punir. Pendant ce temps, les autres enfants, eux, ils sont punis. Quel signal à la nation? J'ai écrit au recteur, j'ai dit que si cette histoire-là passe, si cet enfant-là ne reprend pas la classe, je porte plainte. Alors, le mec, il avait mon macabo comme ça, là. Il dit, pam, interdiction et tout. Et il écrit au commissaire. Commissaire de proximité. Que si ce monsieur vient ici, là, vous venez le chercher. Si j'étais venu, on m'aurait porté, on m'aurait molesté, on m'aurait zigouillé. C'est de ça qu'il s'agit dans ce pays. Parce que ce doyen, tout doyen qu'il est, il sait qu'il a une parcelle de pouvoir. Il en abuse. Donc, c'était tellement gros que le ministre de l'enseignement supérieur a dépêché un inspecteur de Yaoundé pour venir à l'université de Douala, tenir une réunion. Le recteur était en déplacement. Donc, c'est le recteur par intérim, même vice-recteur, qui a coordonné donc cette réunion et a pondu la note que vous voyez là. Allez sur ma page et vous la lisez. C'est effroyable de voir qu'un intellectuel, un maître de conférence à l'époque, se comporte comme un vulgaire voyou. Vous voyez le parallèle avec le lieutenant-colonel Danwe, le chef de la DRE Eco, ou des personnes bénéficiaires d'un décret présidentiel. Bon Dieu, il y a des gens qui rêvent tellement d'avoir une nomination. Le peuple vous nomme parce que, puisque le président de la République, il est un élu du peuple,
Il ne fait que représenter le peuple. Il remplit les missions du peuple, la volonté du peuple. Voilà donc des gens qui bénéficient de notre onction et qui veulent nous zigouiller. D'ailleurs, qui nous zigouillent. Parce que ce doyen, il était capable de dire au commissaire, il vient, vous le prenez, faites ce que vous voulez. Voilà comment Martinez Zogo est mort. En 2017, je serai mort. Mais ça, c'est encore rien. Le meilleur arrive. Donc, quand moi je m'insurge contre ces faits, on dit, ah, lui aussi dérange, ah, lui aussi il parle beaucoup, machin, tout ça. Et quelles sont les personnes, si on va regarder la sociologie du Cameroun, les personnes qui sont les plus critiques envers Aimé Boni, c'est mes frères Sawa. C'est mes frères Sawa, c'est les Douala. L'homme Douala est méchant. Et je fais un parallèle avec l'affaire Martinez Zogo. Moi, tout ce que je vais vous dire là, je tourne autour de la criminalité au Cameroun. Où on est dans un pays où tout le monde a peur de tout. Et on nous dit que notre chef d'État est un mendiant de la paix. Mais quelle paix? Quelle paix? Donc, il se trouve que dans l'affaire Martinez Zogo, maintenant ça tire partout, on amène les histoires du tribalisme, que tel, vous n'interdisez pas tel de prester, mais plutôt d'autres parce qu'ils ne sont pas d'une certaine ère sociologique. Non. Je suis désolé, je dis non. Je dis que l'affaire Martinez Zogo, c'est une affaire où tout être humain, normalement constitué, ne peut ne pas avoir exprimé un sentiment de répugnance. Quelqu'un qui ne le fait pas, pour moi, il est inhumain. Ce n'est pas possible. Donc, n'allez pas nous dire que la base, les Bamileke, ils vont dire que machin truc et tout ça là. Non. Parce qu'au-delà de l'affaire Martinez Zogo, vous avez des tribus qui sont foncièrement méchantes. Et ma tribu est foncièrement méchante. Je vous ai parlé de Moël Sonnet. Ce n'est pas un Bamileke, ce n'est pas un Etone, ce n'est pas un truc, c'est un Sawa comme moi. Nos villages sont limitrophes. Il a failli me faire zigouiller. J'ai perdu de l'argent en France. 19 000 euros. 20 millions de francs CFA. Volé chez moi. Il n'y a pas eu effraction, hein. On n'a pas cassé ma porte et tout ça là. Qui a fait ça? C'est mes proches. Les gens qui vivent avec moi. Et c'est des doigts là. Tu dis que tu voles, tu prends peut-être juste une partie, tu laisses le reste. Non, on a tout pris. Et après on est allé voir les marabouts. Pour verrouiller l'affaire. Parce que l'affaire est verrouillée. Mais ça va se déverrouiller. L'affaire est verrouillée au point où, aujourd'hui, j'attaque le procureur de la République française. Avec un titre qui est clair. Hein? Quand vous allez, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais là, c'est un mail, une réponse de la procurature, enfin, du tribunal, qui me dit, nous vous transférons un courrier qui vous est destiné, merci cordialement. Donc, on adresse ça au procureur, mais on me met en copie. Parce que le titre de mon mail, c'est Monsieur le procureur, êtes-vous marabouté? Parce que c'est extraordinaire qu'il y a toutes les preuves que mon argent a été volé, les personnes identifiées. Les personnes n'ont même jamais été convoquées, entendues, afin classer sans avoir entendu des personnes que vous citez nommément dans une plainte. C'est des doigts là. On a grandi ensemble, en complicité avec une personne qui a vécu avec moi, des doigts là. Le procureur est marabouté.
J'ai saisi le ministre Moretti, ministre de la Santé, de la Justice. Il est saisi. Il est saisi parce que c'est pas possible de comprendre que le procureur ne veut rien faire depuis. Là, vous voyez, le 10 mars, j'ai une lettre du ministre de la Justice. Déjà, ce n'est pas la première lettre. Le 17 février, il m'avait déjà écrit. Il a encore écrit. Pour m'expliquer la démarche à suivre, parce que, au moins en France, il y a séparation de pouvoir. Le ministre ne peut pas donner des injonctions à un procureur de la République. Encore moins à un procureur général. Mais il y a une démarche que je vais suivre pour que justice soit rendue. Dans cette affaire où mes frères Douala vont jusqu'à marabouter pour que l'affaire passe comme ça la lasse. Les gens le savent, je suis un homme divorcé officiellement depuis le 13 de ce mois. Divorcé parce que je ne suis pas tendre, hein, voilà, vous savez, c'est pas facile de vivre avec moi, il paraît. Et mon ex-épouse, elle a quand même supporté 19 ans. Donc, ça veut dire que chapeau, hein, parce que supporter mes bonnies 19 ans, il faut le faire. Enfin, peut-être 18 ans, on va dire comme ça. Il faut le faire. Mais, je veux te dire que dans la décision de justice, c'est tort séparé. Et tort séparé en France, où tout le monde sait qu'en France, l'homme, tu n'es rien. La femme peut faire de toi ce qu'elle veut. Peut-être que 90% des juges des affaires familiales sont des femmes. Et moi, je vais porter cette affaire-là pour qu'il y ait jurisprudence. Ce n'est pas normal. Parce que vous êtes toujours en difficulté. Mais ce n'est pas ça mon propos. Moi, je viens toujours à l'affaire des assassinats au Cameroun. Simplement pour dire que nous, les Sawa, nous sommes si méchants que, avec toutes les qualités que je lui reconnais, dans mon affaire du vol d'argent, fait par mes frères, où ils ont créé des faux profils sur Facebook pour balancer mes documents personnels, volés chez moi, avec l'argent. Il se trouve quand même que là-dedans, il y a des documents que seule mon ex-épouse aurait pu leur donner pour que ça se retrouve sur Facebook. Mon épouse est Sawa. Avec des enfants. Vous faites ce genre de choses. Vous mettez avec des gens qui sont capables de tuer le père de vos enfants. Vous faites ce genre de choses, il faut être fondamentalement dans une certaine disposition psychologique. Et ça, c'est l'homme Sawa. Mais d'autres tribus vont vous dire que nous aussi, machin truc, on voit ce qui se passe avec le corps Zogo et les étones. On voit ce qui se passe. Et ça ne profite qu'à qui? Ça ne profite qu'à la vampirisation de ce pays. Cette division où les gens ne sont pas unis, ne se soudent pas pour combattre notre seul ennemi. Parce que notre seul ennemi, c'est ce pouvoir qui a décidé de nous décimer.
Au Cameroun aujourd'hui, on ne parle que de tentatives d'attentat, de menaces. Tu dis quelque chose, on va te zigouiller, on va être là. C'est ça le pays d'aujourd'hui. C'est le pays dans lequel nous vivons. Les gens qui m'insultent le plus, ceux qui considèrent que je suis même un piètre médecin. Or, je n'ai même jamais soigné ni eux, ni leurs proches. Vous savez pas comment c'est les doigts là? Enfin, moi, je ne vais plus au football. Parce que vous partez là-bas, on vous manque de respect et ça tourne toujours autour de votre profession. Alors que vous venez simplement jouer au football avec des frères. Mais en même temps, vous avez des collègues qui ne sont pas Douala. On ne leur manque jamais de respect. Parce que l'homme Douala n'aime pas le Douala. Et c'est ce qui s'est passé avec moi à l'université de Douala et avec le doyen Mouele Soné, qui m'en voulait parce que il ne faut pas qu'il y ait plusieurs Douala qui émergent à la faculté. Hein. Non, 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 il est déjà doyen, il est professeur et tout, il ne faut pas d'autres. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Donc, on doit te piétiner. Et c'est comme ça qu'il m'a piétiné. Pendant des années, je n'ai pas pu changer de grade au point où je suis venu en France faire mon agrégation. Alors que je devais faire ça en France, au Cameroun. Donc, il se trouve que nous sommes donc en 2023. Je suis invité dans la chaîne Equinox pour parler des problèmes de l'ordre des médecins. Parce que comme vous le savez, il y a un blocage au niveau de l'élection du nouveau bureau de l'ordre des médecins. Et j'ai joué un rôle quand même assez prépondérant dans ce front contre ce que nous avons considéré comme un passage forcé du ministre de la Santé au profit d'un candidat. Donc je suis à Equinox pour parler de ça. Et en second thème, on me demande quand même de parler un peu de l'université, de la formation universitaire. Qu'est-ce qui se passe et tout. Et je parle de ça. Je parle de ce que vous avez certainement entendu. Voilà. Et je vais simplement vous remettre quand même un extrait. Parce que c'est important pour ceux qui n'ont pas vu ça, qui comprennent en fait pour quelle raison j'ai failli être assassiné au Cameroun. Donc, je vais vous mettre cet extrait rapidement. Alors, permettez-moi. Et un autre problème, c'est pas celui-là, c'est lequel à qui on va confier des vies demain et qui n'ont pas le niveau, et vous dites que les enseignants ont peur de le dénoncer. Alors je vous dis, je répète encore, les enseignants ont peur de dénoncer. Mais ce n'est pas vraiment, c'est pas cet extrait que je voulais vous, c'est peut-être. Une question qui préoccupe les Camerounais aujourd'hui, ça. C'est quel extrait attendez, À qui on va confier des vies. tac, tac, tac. Cet extrait où? Bon, vous l'avez vu, vous avez certainement vu cet extrait déjà, quelque part, parmi lesquels, alors... Je vous montre une image que j'ai envoyée dans le forum des enseignants. Le forum des enseignants. Ça là, c'est un cours de cardiologie délivré par un professeur que je suis. 5e année. Ils sont une centaine d'étudiants. Regardez vous-même, comptez le nombre d'étudiants que vous voyez. Et ça, c'est régulier. Vous voyez, étudiants. Je vous montre une image que j'ai envoyée dans le forum des enseignants. Ok. Donc, cette interview, vous l'avez vue, elle a été largement partagée. Et à la suite de ça, c'est allé dans tous les sens.
On a dit, oh, ce n'est qu'à ces cours que les étudiants ne vont pas parce qu'il n'est pas bon, il n'est pas bon enseignant. Voilà. Or, en fait, tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Tout le monde est au courant du problème de l'absentéisme au Cameroun. Moi, je pensais même que c'était essentiellement qu'à Douala, à la faculté de médecine. Vous savez que le professeur Baïbek a dit que non, c'est partout. Il a dit que c'est partout. Ok. Alors, je vous apporte une autre image. Regardez ça. Ça, ce n'est pas moi. Comptez les étudiants de cette promotion. Ils sont à peine 20. À peine 20. C'est une promotion de plus de 100 étudiants. Au moins 100. À peine 20. Donc on est dans ces chiffres-là. 80% d'absentés. Et ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi l'enseignant. Et tous les enseignants de l'université de Douala savent que c'est comme ça que ça se passe. Les dirigeants le savent. Le doyen le sait. Le recteur le sait. Mais aujourd'hui, je suis l'homme à abattre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que le secrétaire général de l'université de Douala m'a envoyé un message WhatsApp pour me dire que j'ai un courrier au rectorat à récupérer. À la suite de cet événement, c'est-à-dire mon passage sur le plateau d'Equinox. Bon, moi je suis à l'étranger, je suis en France, il dit que j'ai un document à récupérer, bon, il n'y a pas de problème. Je lui dis, bah, écoutez, je vais envoyer quelqu'un récupérer le document. Il me dit, ben oui, mais sinon il faut qu'il vienne avec une procuration, parce que c'est un document administratif. Ok. Le temps de trouver quelqu'un qui ira là-bas au rectorat, la secrétaire du doyen m'appelle quelques jours après pour me dire que ben, on a un courrier pour vous, c'est là qui vient du rectorat. Donc le courrier est parti au décanat de la faculté. J'envoie donc une personne récupérer mon document. Je fais un message, j'écris une procuration, je dis je suis signé, je demande à remettre à tel, ensuite de cela, et j'envoie par WhatsApp à la secrétaire. Tout le monde me connaît là-bas. Quand la personne va récupérer le document, la secrétaire qui discute avec le doyen, après on va dire que non, il faut que ce soit un document signé dans un commissariat, quelque chose de très encadré. Bon, ouais, dans un commissariat, moi je suis en France, voilà, je ne peux pas envoyer quelqu'un dans un commissariat signer le document. Et je pense donc à envoyer un huissier. Je contacte un huissier qui m'explique que, prof, comme c'est un document administratif, même moi, même un avocat ne peut pas aller juste là-bas comme ça parce qu'on va demander une procuration ou vous donnez procuration à l'huissier ou à l'avocat de récupérer le document. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous leur demandez de vous envoyer ça par la poste avec accusé de réception. Parce que ça, c'est une voie administrative. Donc, j'essaie de trouver quelqu'un qui a une boîte postale pour adresser dans un courrier au recteur. Et je trouve, et j'adresse un courrier au recteur. Ce courrier-là, le voici, ici. Un courrier officiel que j'ai adressé au recteur. Ce courrier a été déchargé le 27 février. Demande d'acheminement de mon courrier par voie postale avec accusé de réception. Monsieur le recteur, le secrétaire général de l'université, puis le secrétaire du doyen de ma faculté m'ont informé de l'existence d'un courrier à moi adressé par vous. Une tentative de récupération du dit courrier administratif par personne interposée s'est soldée par un refus catégorique du doyen. Compte tenu du caractère contentieux de la procédure que vous engagez à travers ce courrier, seule la suite de ma dénonciation citoyenne et d'une véracité sans embâche sur les plateaux du média Equinox TV, je vous saurai donc gré de me faire parvenir le dit courrier par voie postale,
avec accusé de réception à l'adresse suivante. Et je donne l'adresse. Le courrier est déposé. Et je n'ai jamais eu de suite de ce courrier déposé. Mais entre-temps, le doyen de la faculté m'a exclu des forats officiels de la faculté. Sans raison, sans m'expliquer pourquoi, je ne fais plus partie des membres des 2 forats de la faculté de médecine. On a 2 forats principaux. 2 forats principaux. Celui qui n'a que les enseignants et un autre qui a les enseignants et le personnel d'appui. Les 2, je ne suis plus là. Et donc, par rapport à ça, je fais un autre courrier à monsieur le recteur. Toujours le même jour. On appelle ça le recours gracieux préalable. Pour exclusion illégale des forats à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala. Voilà. Et je lui explique que là, c'est à la suite donc de mon passage à Equinox et tout. Voilà, parce que je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Mais le problème, c'est que tout le monde sait. Je vous ai montré les images. Je vous ai montré l'image d'une autre enseignante qui avait à peine 20 étudiants au cours, sur plus de 100. Vous avez des gens malveillants, comme je suis dans une association là, des anciens du lycée des DA. Une association où les gens là-bas, ils m'insultent, ah oui, c'est lui, il faut qu'il aille se former, il ne sait pas enseigner, et tout ça. Non, c'est pas ce que Baïbek a dit. Baïbek n'a pas dit que lui, il n'a pas les étudiants qui viennent. Les gens de mauvais, quand vous voyez même la personne qui parle de vous, vous donnez même si la personne, bon, c'est dans ce lycée des DA, on a tous eu le bac. Mais après le bac, vous ne savez pas ce qu'ils ont eu comme parcours. Ils se mettent à m'insulter. Pourquoi? Parce que quand vous allez regarder, tous ces gens-là qui parlent ont des parents, ont des enfants à l'université. Et ils ont des enfants qui font partie des 80%. Parce que nous sommes dans un pays où, maintenant c'est, tant qu'à faire, ça gâte, ça gâte. Mon enfant, il est cancre, il n'est pas bon, c'est pas grave. Je lui trouve une place, il va là-bas. Il va simplement sortir. Il va aller tuer les gens après, ce n'est pas grave. C'est ça le pays d'aujourd'hui. Enfin, le pays dans lequel nous vivons. Donc, j'ai envoyé ces 2 courriers. Et c'est important de savoir la suite qui a été réservée à ces 2 courriers au recteur de l'université de Douala. Et parce que je n'ai pas de nouvelles, donc, je recontacte le secrétaire général de l'université de Douala. Un monsieur, franchement, moi je n'ai rien à lui reprocher. Quelqu'un de correct, quelqu'un d'avenant, quelqu'un de poli. Il répond toujours. Et nous avons échangé. Voici nos échanges ici, avec ce monsieur. Je vais juste vous lire quelques passages. Quelques passages. Parce que je lui dis que je n'ai pas de réponse de monsieur le doyen. Où j'ai demandé qu'on m'achemine mon courrier par la poste. Sa secrétaire ne répond plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit qu'il va revenir vers moi. Il n'est pas pourquoi il va revenir vers moi. Il a pris du temps pour revenir vers moi. Et je l'ai relancé plus d'une fois. Pour qu'il m'explique, donc après, que non, le courrier, c'est compte tenu du contexte qui n'est pas un contexte contentieux, on doit simplement vous le remettre à main propre, contexte non contentieux. Alors qu'on m'a exclu des forats de l'université. Alors que je suis menacé. On me dit que non. Et donc, voici notre échange. Chers collègues, à ce que je sache, l'université n'a engagé aucune action judiciaire contre vous. Il n'existe donc pas de contentieux justifiant une élection de domicile pour l'échange de correspondance. La poursuite de l'université demeure celle de l'employeur qui notifie son employé au lieu du travail. Me notifier quoi? J'ai fait quoi? Pourquoi on me notifie de quelque chose? Un universitaire n'a plus le droit d'aller sur un plateau télé pour dire des vérités? On me notifie quoi? Et à moi de lui répondre. Merci, cher professeur. Quelle est donc la raison qui justifie une telle démarche encadrée? Puisque
Puisque si c'est juste un simple document, on ne va pas me dire qu'il faut apporter la procuration. Signer à un commissariat. Non. On ne va pas le faire. Donc, on l'a fait. Et à lui de poursuivre. Parce que je lui dis que non. Je sais exactement ce qui allait se passer. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'avais des informations. Je dis, ce d'autant plus que j'ai fait modifier le programme des enseignants pour endiguer l'absentéisme. Donc, quelle est donc la raison qui justifie une telle démarche encadrée? C'est pour me donner un bouquet de fleurs pour avoir posé un acte citoyen salué par par le monde entier. À moins que c'était un appât pour me faire kidnapper et zigouiller comme Martinez Zogo. Ça, c'est ce que je lui dis. Et il me répond, chers collègues, c'est juste une attitude normale de l'administration. Vous ne pensez tout de même pas sérieusement que des collègues envisagent de vous kidnapper pour vous tuer. Ce serait une grave injure à notre corps. Si vous le pensez vraiment, cela signifierait que vous ne mettrez plus vos pieds à l'université. Votre lieu de travail où la sécurité vous est pourtant garantie. Que la sécurité m'est garantie à l'université. Alors que déjà en 2017, on me disait que si je mets mes pieds là, les policiers vont venir me chercher pour m'embarquer. On parle de sécurité à l'université du Cameroun. Ça, c'est la rigolade. Alors, donc, il y a beaucoup d'éléments que j'exploiterai à des fins utiles. Mais toujours est-il dit que, in fine, le secrétaire général me dit que ben non, c'était juste à la limite pour vous saluer, vous offrir même peut-être une fleur, mais il y a rien de particulier. Mais non. Il se trouve que l'émission a eu lieu le 22 janvier, si je ne m'abuse. Le 22 janvier, je passe sur Equinox TV. Le 24 janvier, je reçois un coup de fil d'un vice-doyen de la faculté de médecine de Douala. Je ne suis plus au Cameroun. Parce qu'en réalité, si vous voulez, cette émission était en différé. Ce n'était pas en direct. Ça a été diffusé dans les conditions du direct, mais c'était en différé. Parce que je devais partir du Cameroun un peu plus tôt. Et je suis parti du Cameroun le jour... Enfin, j'étais plus au Cameroun le jour où on diffusait. Mais sauf que dès le lendemain, on me cherchait déjà. Dès le lendemain, c'est-à-dire le lundi 23. Le mardi 24, donc, à 20 h, je reçois un appel d'un vice-doyen qui me dit, prof, le recteur veut nous voir le lendemain à 9 h à son bureau. Et moi, je suis plus en France. J'ai dit, bah, attends, mais c'est quand même embêtant. Je suis pas là, je suis plus au Cameroun. Je fais comment je veux bien revenir, mais ça ne peut pas se faire demain et tout. Bon, écoute, je vais lui dire que tu n'es pas là. Et ok, dis-moi, et donne-moi une autre date. Je vais me donner une autre date et je reviens rapidement. Le lendemain, mais cette nuit-là, je discute avec une personne qui me dit, Aimé, cette histoire-là, moi, je ne sens pas ça. Je ne vois pas pourquoi tu vas partir précipitamment, parce que j'étais prêt à prendre un vol le lendemain pour aller au Cameroun. Parce que le recteur veut me voir, on va certainement discuter de ce problème et de tous les problèmes qui minent l'université. Peut-être qu'il n'est pas au courant que c'est comme ça que les choses se passent. Le lendemain, donc, j'ai la présence d'esprit d'appeler le rectorat. On me passe le secrétaire particulier du recteur pour lui demander comme ça là pourquoi le recteur veut quand même me voir, pour que je sache exactement comment est-ce que je dois m'organiser. C'est là où le secrétaire particulier me dit que mais, le recteur n'est pas là. Il n'est même pas au Cameroun, il est à l'étranger. Alors là, ça me fait tilt. Le recteur n'est pas là. Et le vice-doyen, un jeune frère, un ami presque, il me dit que le recteur veut nous voir. Bon, là je me dis que là il y a un problème. Je rappelle ce vice-recteur
pour lui dire que, bah, écoute, moi je suis déjà en ville, je sors d'une autre ville, là, mais je suis déjà là, à quelle heure on doit s'y rendre, à quelle heure le recteur veut me voir. Ah oui, mais là il est nerveux. Ah oui, tu m'as maintenant en bateau, donc tu m'as menti que tu n'es pas là alors que tu es là et tout ça. Je dis, attends, on se calme là, tu es nerveux, pourquoi là, c'est quoi le problème? Il dit, ah oui, mais parce que moi je lui ai dit que tu n'es pas là, donc maintenant il nous attend le lundi. Parce qu'on était, le rendez-vous c'était donc vendredi. Parce que vendredi c'était le 25, je pense. Il dit que maintenant on nous attend lundi. Et à moi de lui dire, mais prof, le recteur n'est pas au Cameroun. Tu voulais m'amener où comme ça? Le recteur n'est pas là. Ah oui, mais l'administration est continue. Si le recteur n'est pas là, il y a quelqu'un qui assure l'intérim. Je veux que donc, moi, Aimé Boni, enseignant à l'université de Douala, je vais aller voir le recteur. On me dit que le recteur, je vais aller voir. C'est quand j'arrive là-bas que je découvre que non, ce n'est pas le recteur. C'est un vice-recteur, mais qui fait office d'intérim. C'est à moi que tu fais ça. Ce n'est pas sérieux. Ça, je le lui dis. Et il se trouve donc que il faut maintenant attendre le fameux rendez-vous de lundi. Mais je savais déjà que je n'allais pas y aller. Et je n'ai dit à personne. Je n'ai donné cette information à personne. Mais dimanche soir, dans la veille du rendez-vous, je reçois un message des États-Unis. Je reçois un message des États-Unis où une personne très proche à moi, qu'on se connaît depuis des années, essaie de m'appeler plusieurs fois. J'étais en consultation, m'appeler plusieurs fois. Et tout. Après, je lui ai envoyé un message que je suis en consultation, je lui ai dit, Aimé, appelle-moi urgemment. Mais je te dis déjà, tu es convoqué demain au rectorat. Ne va surtout pas là-bas. Parce que la police va te récupérer, on va t'embarquer et tu vas subir le sort de Martinez Ogo. Personne n'était censé être au courant que je suis convoqué au rectorat. Et je vous rappelle encore, et retenez ça, un vice-doyen m'appelle jeudi 24 à 20 h pour me dire que le recteur veut nous voir le lendemain à 9 h. Des gens qui, par la suite, pour me remettre un document, disent que non, c'est administratif, c'est encadré, il faut, il faut une procuration, parce qu'on sait que je ne peux pas fournir une procuration à quelqu'un étant à l'étranger. Donc si vous-même vous ne venez pas, on ne peut pas vous donner et tout ça là. Donc des gens qui connaissent l'administration. Et je vous rappelle que le recteur, c'est un homme de droit. On m'a toujours dit que c'est quelqu'un, il est très fort dans l'administration, il aime les choses qui sont à cheval. Donc un recteur, professeur de droit, convoque un enseignant, lui transmet sa convocation par personne interposée, par téléphone, à 20 h, que vient à mon bureau le lendemain à 9 h. Dans quel pays? Tout ça, il y a des preuves, hein? Là, il y a les preuves de tout ça, les échanges. J'ai seulement pour l'instant là, j'ai barré le nom du vice-doyen en question. Là. 20 h pour une procédure administrative pour laquelle on a donc voulu me donner un courrier, un document plus tard, très encadré.
Mais là, on était dans le Sissongo, dans le noir. Parce que personne n'était censé être au courant que je suis convoqué. Puisque je n'avais même pas le temps de dire aux gens, vous êtes convoqués, on vous appelle votre... En plus, on passe par quelqu'un avec qui j'ai a priori de bons rapports. Mais nous sommes dans un pays de sorcellerie. Celui qui va vous tuer ne vient pas de loin. Ce vice-doyen, nerveux après. Parce qu'on sait que lui ici m'appelle, il me dit ça là, parce que j'ai de la sympathie pour lui, je serai en confiance. Il m'appelle à 20 h pour être chez le doyen, chez le recteur, le lendemain à 9 h, alors que le recteur n'est pas là. Mais évidemment, on va dire que le recteur il a donné des consignes. Comment une personne qui est aux États-Unis a l'information? C'est ça ici là. L'échange est là. Avec la personne qui est aux États-Unis. La justice aura tout ça. Ou elle me dit, la raison de mon appel est que j'ai eu quelqu'un à Douala qui m'a révélé que tu avais une convocation chez le recteur. Qui savait que j'étais... Puisqu'il n'y a pas eu une note administrative. On va dire peut-être que le doyen a fait décharger, enfin, a pondu une note, puisque c'est toujours son secrétariat qui va rédiger la note et tout. On va amener dans un parfum, il va signer, on va donner au courrier. Le courrier, ça va arriver à la faculté. Et on va me servir ça. Donc là, effectivement, il y a bien une chaîne. Tout le monde est au courant. Il n'y a pas eu de note. Il n'y a pas eu de convocation. Il y a simplement qu'un vice-doyen m'a appelé pour me dire que le recteur veut nous voir. Et maintenant, jusqu'aux États-Unis, on sait qu'on va me zigouiller. Donc, la personne écrit, la raison de mon appel est que j'ai eu quelqu'un à Douala qui m'a révélé que tu avais une convocation chez le recteur. Comme ça se passe d'habitude, si tu y vas, tu seras accueilli par les flics et tu vas disparaître comme Zogo. Tu n'as aucun intérêt à t'y rendre, à moins que tu ne veuilles laisser tes enfants orphelins. Nous en discutons quand tu as 1 minute. Et on a discuté après. Il m'a révélé beaucoup de choses. J'ai failli être zigouillé. Je serais allé là-bas ce jour-là que j'allais disparaître, je n'allais plus jamais rentrer. Et comme il n'y a pas eu une trace, des écrits, un courrier, une convocation, tout s'est passé par téléphone. On n'aime pas savoir où je suis. Et par la suite, dans mes échanges avec ce vice-doyen, avec le secrétaire général, l'attitude des uns et des autres, j'ai compris. Et ce n'est pas compliqué. Je vous renvoie vers la demande d'explication du doyen. Cette demande d'explication, je l'ai publiée. Vous partez sur mon site, vous revoyez cette demande d'explication. Le doyen dit que j'ai voulu soulever les étudiants. J'ai porté atteinte à la sécurité de l'université. Donc en fait, je suis quelqu'un passible de peine pour trouble à l'ordre public. Et ce lanceur d'alerte, qui ressemble un peu à ce qu'on sait de J.P. Remingono et puis l'histoire de Martinez Zogo, qui annonçait déjà que on va le tuer. Ce lanceur d'alerte, il redit encore ici, là, quand il m'a transféré la demande d'explication que j'ai reçue et que j'ai publiée, il me dit, ça c'est le 31 janvier, parce qu'il m'avertit déjà le 29 janvier. Et le 31 janvier, il me dit, la dernière nouvelle est qu'un mandat d'arrêt serait au nom de ta personne, au cas où tu débarquerais à l'aéroport de Douala. On en était même déjà à ça.
C'est-à-dire que pour avoir révélé au grand public le fait que l'université de Douala se porte mal, la formation n'est pas bien faite, je tiens à vous rappeler que, à la suite de ma dénonciation, le doyen a modifié le programme des enseignements pour endiguer l'absentéisme. Mais, dans sa demande d'explication, il me traite quand même de quelqu'un qui a des propos fallacieux et qui veut soulever les étudiants qui posent un acte anti-républicain. Et voilà comment ces gens-là arrivent à convaincre certaines autorités de porter atteinte à un honnête citoyen. Et que c'est vrai que si j'avais atterri au Cameroun, j'aurais disparu. J'ai plusieurs informations que je ne peux pas vous révéler comme ça là, parce que cette affaire va suivre, aura une suite judiciaire. Ce n'est pas possible que je m'arrête à juste une dénonciation comme celle-ci, parce que je serais mort aujourd'hui. J'ai beaucoup d'éléments à ma disposition pour attaquer le recteur de l'université de Douala, le doyen de l'université de Douala, ce vice-doyen. Je vais porter plainte contre eux. Et je n'exclus pas que la plainte elle soit déposée en France. Je n'exclus pas ça. Parce que nous ne faisons plus malheureusement confiance à notre justice. Et j'ai suffisamment d'arguments pour déposer la plainte ici, là. Et ils vont devoir répondre des actes délictueux qu'ils ont posés. Ils vont devoir répondre à la justice. On ne peut pas éternellement accepter cette forfaiture. Voilà des intellectuels, des sachants qui se comportent comme des malfrats. Dans un pays normal, le recteur m'aurait félicité pour avoir permis, parce que ça n'a pas commencé avec son magistère. Il est là depuis que quelques années. L'histoire d'absentéisme, là, c'est depuis toujours. Dans un pays normal, M. Famendongo m'aurait convoqué pas pour me faire zigouiller, pour me dire que, mais, prof, qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce qu'on résout le problème? Dans un pays normal, le président de la République m'aurait convoqué pour me dire que, mais attends, j'apprends que moi je fais que créer des universités à gauche, à droite et tout, mais il n'y a pas la qualité. Qu'est-ce qui se passe? Dans un pays normal. Mais non, nous sommes dans un pays où chacun s'en fout. Et les gangs se forment, créent leurs lois, comme le doyen Moël avait créé sa loi, ses statuts à lui, où il peut interdire à un enseignant de venir au campus, il peut le suspendre et tout ça. Là. Chacun crée sa loi. Et le recteur, moi je n'ai pas été à cette réunion-là, je crois que c'est le jour de la cérémonie des vœux, c'est peut-être ça où il a donc reçu les nouveaux promus et tout. Il paraît que j'étais à l'ordre du jour. Là-bas, ça c'était après déjà l'affaire d'Equinox. Hein. Il aurait parlé en parabole de moi, a priori. Ce monsieur qui a souffert, parce que lui-même il a souffert, hein. Il a souffert enfin, de Magloire Ondoa, son parcours à l'université, c'était quand même un peu chaotique. Mais ces gens-là, moi, je ne comprends pas. Une fois qu'ils sont aussi déjà à la mangeoire, ils oublient qu'ils sortent de loin. Monsieur Magloire Ondoa, il reçoit mes courriers, il ne répond pas. Il me fait convoquer, lui-même n'est pas là pour qu'on aille me zigouiller. Eux tous viennent en France. Parce que comme
On est dans un pays où ils font tout pour que nous ne puissions même plus aller au Cameroun. Parce que là, je sais ce qui m'attend si je vais au Cameroun. Mais il y a la justice française. Et tous viennent en France. Je vais porter plainte. Je vais porter plainte. Si la justice camerounaise ne veut pas bien s'occuper de ce genre d'affaires. Et je dis qu'il faut qu'il y ait une jurisprudence. N'attendez pas simplement quand on a déjà tué quelqu'un, on se met à pleurer. On se met à pleurer. Parce que si nous tous, nous avions été vigilants, peut-être que Martinez Zogo ne serait pas mort. Il y a eu plusieurs alertes. Les gens vont dire, oh, c'est parce qu'il est rentré dans quelque chose de compliqué. Lui-même, il mangeait s'il mangeait là-bas. Quel est l'acte posé par Martinez Zogo qui peut justifier une telle mort? Quel acte? Soyez un peu sérieux au Cameroun. Vous avez même des gens qui vous sortent des arguments. Vous vous demandez que, merde, nous sommes des êtres humains. Maintenant, on va aussi me dire, et je sais, surtout les doigts là, c'est vous les doigts là. Mes frères là, on va dire, lui, il barre beaucoup. Qu'il lui arrive quelque chose, ou s'il m'arrive quelque chose, ils seront les premiers à être contents. Vous oubliez une chose, c'est que il y a le karma ici dehors. Quelqu'un qui est méchant, qui est foncièrement méchant, il pense que lui, il ira au paradis. Il ira au paradis. Parce que l'enfer, c'est seulement pour les autres. Non. Soyons sérieux, soyons amour. Aimons-nous. Aimons ce pays. Aimons les bonnes choses. Moi, je ne vois pas comment est-ce qu'un étudiant peut être énervé contre son enseignant qui veut qu'il ait les conditions pour pouvoir devenir un vrai homme demain. Un homme qui pourra travailler n'importe où dans le monde. Je suis désolé. Les gens vont dire ce qu'ils veulent. Je suis le plus nulard. Mais je peux travailler dans le monde entier. Je travaille en France. Si je veux ouvrir un cabinet sur l'avenue des Champs-Élysées, je peux ouvrir et gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Parce que je me suis donné les moyens pour être ce que je suis. Ce n'était pas en trichant, hein. Parce que nous, à notre époque, quand tu ratais un cours, mais tu étais malade. Quand tu arrivais 30 minutes avant le début des cours, l'amphi était plein. Moi, j'ai fait mes études de médecine générale en Russie à Saint-Pétersbourg. Je peux vous avouer que c'était la bonne école. Et moi, je me suis assis sur le fauteuil de Pavlov. Les scientifiques, vous savez ce que c'est que Pavlov? Prix Nobel de médecine. Je suis arrivé en France, j'ai cravaché. On ne va pas me dire m'accommoder de la roubladise, de la médiocrité. Non, je dénonce. Donc, je m'arrête là parce que moi, je suis un homme qui considère que l'opposition citoyenne, la vraie opposition, doit être synergique. On doit travailler ensemble. Il y a un direct de G. Remingono qui va commencer. Je voudrais que les gens aillent suivre ce direct-là s'ils veulent. J'avais promis faire un direct d'1 heure où je vous ai dit une partie de beaucoup de choses dans cette tentative d'assassinat. J'en dirai encore plus tard. Et surtout, je m'organise pour la plainte pénale en correctionnel pour tentative d'assassinat. Et il faut qu'il y ait jurisprudence. On ne va pas seulement aller en justice quand quelqu'un est mort et après il est mort. Même quand Danway vous dit que c'est moi qui ai tué parce que c'est lui. Mais c'est lui qui m'a envoyé, c'est l'autre qui m'a envoyé tout ça là. On commence, c'est compliqué, c'est machin, tout et tout, parce que la justice ne veut pas. Mais Martinez Zogo, lui, il sait qui l'a tué. Martinez Zogo sait, mais sauf qu'il n'est plus là. Moi, je suis encore là et je sais qui a voulu me tuer. Je connais toutes les complicités. Et ces personnes-là, elles vont devoir répondre de leurs actes. Des universitaires assassins, c'est quand même moyen. Des universitaires complices d'assassinat ou tentative d'assassinat,
c'est quand même moyen. C'est quand même moyen. Un universitaire. Platon disait, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Dis donc, les géomètres qui deviennent des assassins. Bon. Alors. Ouais, je suis célibataire. Non, je tiens à vous dire, oui, il y a une personne qui me parle que je suis célibataire. Je tiens à vous dire que moi, Aimé Bonny, même la plus belle femme du monde, tu as dit qu'elle est Douala, c'est même pas la peine. Faut même pas. C'est que je porte même plainte au CED. Une Douala, non. Les Douala sont trop méchants. C'est le Douala qui te tue. Moi, les personnes qui me sont le plus, qui sont solidaires à moi, malheureusement, c'est les autres. Hein. C'est les autres. Hein. Ma collègue Célestine D, je vais porter son nom parce que bon, je ne veux pas, mais Célestine D, pédiatre de son état, c'est une sœur. Elle est bamileke, moi je suis Douala. Je suis Sawa, je suis Pongo. Je sais que elle, si j'ai un problème, elle a mal. Bon, j'ai mes sœurs comme ma sœur avec qui j'ai causé hier longuement, ma sœur Daido. Oui, je sais que si j'ai mal, elle a mal. Mais il y en a quelques-unes comme ça, ou quelques-uns, mais c'est les exceptions qui confirment la règle. Mais moi, aujourd'hui, là, célibataire de mon état, je ne veux même pas entendre parler d'une Sawa. Hein. C'est même pas la peine. Bon, ça c'était un petit divers, parce que là, j'ai eu une petite proposition rigolote, simplement. C'est pas seulement nous Sawa. Ah oui, c'est vrai. Echo, ah oui, c'est vrai. Ce que j'allais dire, c'est pas tout. Bon, ok. Les amis, je vous dis donc il y a des exceptions. Hein, donc, celui là, d'accord. La personne qui a volé mon argent, 19 000 euros. Tu as une doigt là. Hein. Je crois même d'Aqua. Aqua Bona prison là, les deux choses là. Non, non. Ah oui, il déchaîne, c'est grâce à cette émission. Il déchaîne, les choses, ça, ouais. Bon, alors, je vous dis, on fera un autre direct. On fera un autre direct. J'avais dit 1 heure, c'est 1 heure. Il faut aller chez d'autres lanceurs d'alerte. Voilà. Par solidarité. Allez, à très très bientôt. Ciao, ciao.